Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Valérie Pécresse est l'invitée du Grand JT de l'éducation ce soir. Son action pour les lycées franciliens, la crise qui touche le corps enseignant, l'action du ministre de l'Éducation et bien sûr l'accès au numérique. Nous poserons toutes les questions à la présidente de la région Île-de-France. C'est dans un court instant. En deuxième partie d'émission, on vous parlera du label Éco-École, un label attribué aux établissements et ses élèves qui se lancent dans des projets écologiques. Enfin, comme tous les vendredis, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et cette semaine, le thème de notre débat pour les plus petits, le téléphone portable. Mais avant ça, place à l'actualité avec Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. L'uniforme à l'école continue de faire parler après l'interview de Brigitte Macron hier, favorable justement au port de ce dernier, à l'uniforme. Le Parisien en fait aujourd'hui sa une. Oui, la tentation de l'uniforme, c'est la une du Parisien. Dans cet article, on y retrouve des avis pour, des avis contre. Et parmi ceux qui partagent le même avis que l'épouse du président, il y a un professeur en région parisienne. Pour lui, l'uniforme permettrait un nivellement social et la fin des problèmes disciplinaires. Du côté du Rassemblement national, qui est pour également et qui a vu sa proposition de loi rejetée hier, cela signifie la fin du débat sur les tenues à connotation religieuse. À l'inverse, les anti-uniformes, comme le ministre de l'Éducation Pape Ndiaye, jugent que cela serait inefficace. La mesure pourrait être déjouée par des accessoires ou encore des comportements. Claude Lelièvre, qui est historien de l'éducation, affirme lui que c'est un fantasme de l'ordre républicain, puisque l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France. Dans cet article, on évoque aussi le prix, évidemment, de l'uniforme. Oui, et pris en exemple les écoles de Provins, c'est toujours en région parisienne. Souvenez-vous, en 2018, le maire de la ville de Provins avait instauré l'uniforme sans le rendre obligatoire dans 6 écoles. Depuis, les élèves l'ont abandonné petit à petit. Alors à l'époque, le kit coûtait 137 €. Il comprenait 4 polos, 2 pulls, un sweat de pantalon, un bermuda ou une jupe, bien évidemment. Et puis, il était à la charge des parents, ce qui forcément faisait qu'il y avait quelques écarts, quelques inégalités entre les familles en fonction des ressources. Et puis, ce que je vous propose de faire, c'est un petit calcul très rapide. Imaginons que ce soit l'État qui prenne en compte tous ces frais. 12 millions d'élèves de primaire et du secondaire, ça fait environ 167 millions d'euros à dépenser si l'État payait tous ces uniformes. L'éducation nationale réagit à l'utilisation par les élèves de ChatGPT dont on a parlé hier. On suit attentivement cette question et les potentielles utilisations de cette innovation. C'est ce qu'a affirmé le ministère au sujet du site internet d'intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, a réponse à tout, ou presque. Interrogé en tout cas par Tech & Co, l'éducation nationale ne le juge pas pertinent pour faire ses devoirs ou encore pour progresser et ne semble pas d'ailleurs très inquiet. Les professeurs connaissent leurs élèves, leur style et leur niveau. Idem du côté de l'enseignement supérieur qui compare son émergence à celle du web ou encore celle de Wikipédia. Donc pas d'alerte. On poursuit avec les dernières infos concernant le suicide de Lucas. Oui, Lucas, c'est cet adolescent de 13 ans qui s'est donné la mort samedi près d'Épinal dans les Vosges. Alors, Lucas était victime d'harcèlement, notamment à cause de son homosexualité. Et le parquet a ouvert une enquête, c'est ce qu'on a appris d'après les premiers éléments recueillis par nos confrères d'RMC. L'établissement avait reçu les harceleurs sans les sanctionner. D'après le collège, cette affaire était donc close. Lucas n'était plus victime de harcèlement, une version qui diffère de celle de la maman de Lucas. Et d'ailleurs, l'avocate de la famille était l'invitée de France Info et elle réclame des sanctions immédiates si d'autres élèves venaient à être harcelés. Écoutez. On voit dans les pays étrangers où ça marche et où le fléau commence à diminuer, ce sont des pays dans lesquels les écoles mettent en place de façon assez systématique des conseils de discipline et du moins en tout cas une entente assez protocolaire de ces agresseurs pour envoyer un signal, si vous voulez. Tant qu'on n'enverra pas un signal à nos ados de ce qu'ils ont tutoyé la limite ou qu'ils l'ont franchi, on continuera à décompter des décès. Et nos confrères de France Info qui ont recueilli aussi le témoignage de Nora Fraisse, c'est la maman de Marion qui a été victime de harcèlement et qui s'est suicidée en 2013. Selon elle, l'éducation nationale manque de moyens pour combattre ce fléau. Il faut arrêter de parler, il faut agir, mettre 1 € par an et par élève. On termine avec le département de Gironde qui expérimente les distributeurs de protection périodique. Oui, pendant 4 ans,
au minimum, les élèves des 111 collèges de Gironde vont pouvoir obtenir gratuitement serviettes et tampons. Cela permet de lever le tabou autour des menstruations. Il y a encore beaucoup de pudeur sur le sujet, nous dit et nous raconte une infirmière de l'un des établissements de Gironde. Une élève raconte, elle, que les garçons ne connaissent pas vraiment ce que c'est les règles, et donc ces distributeurs sont les bienvenus. Mais surtout, cette initiative permet d'aider les élèves issus de familles dont les revenus sont plutôt modestes. 12% aujourd'hui des collégiennes seraient en situation de précarité menstruelle. Merci Mickaël. Merci à vous. Valérie Pécresse, c'est l'invitée du Grand JT, c'est tout de suite. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur School TV, nous sommes ravis. On va parler bien sûr éducation. Dans vos vœux aux Franciliens pour la nouvelle année, vous dites qu'en 2023, vous donnez la priorité justement à la jeunesse. En quoi est-ce une priorité pour vous ? D'abord parce que je pense que la jeunesse, c'est celle qui a été la plus impactée par le Covid. Et c'est aujourd'hui en France la partie de la population qui s'inquiète le plus pour son avenir. Alors c'est pour ça qu'on va mettre le paquet sur la jeunesse. Alors particulièrement en Île-de-France, parce que nous avons la région à la fois la plus riche, avec le plus de perspectives, mais aussi la région la plus inégalitaire. 38% de boursiers, et qu'il faut amener sur un chemin de réussite. C'est pour ça qu'on investit, on met les bouchées doubles sur les lycées. Vous savez peut-être que quand je suis devenue présidente de région en 2016, j'ai hérité de 200 lycées vétustes. Et vous savez peut-être aussi que les familles quittent Paris. Donc, on voit arriver des familles et des adolescents en banlieue, et il faut créer 30 000 nouvelles places de lycée en banlieue. Donc, on a mis 6 milliards d'euros sur la table, et on a 1000 chantiers en cours aujourd'hui pour bâtir des lycées neufs, pour rénover les lycées vétustes. Donc ça, c'est un gros sujet. Il y a la question, évidemment, de toutes les nouvelles pédagogies numériques. Vous savez qu'on a distribué des ordinateurs gratuits à tous les élèves de seconde. C'est les ordinateurs You Know Why. Et puis, à côté de ces ordinateurs, on a voulu mettre beaucoup d'appuis pédagogiques innovants, notamment, par exemple, une plateforme d'apprentissage des langues gratuite qui s'appelle Kioz, QIOZ, qui est aussi disponible sur smartphone et qui permet à chaque jeune francilien, mais même un adulte, même vous, même moi, d'apprendre les langues. Donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais du Portugal, le mandarin et maintenant la langue des signes sont sur Kioz, et on peut aller du niveau débutant jusqu'au niveau études à l'étranger. Et ça, c'est un laboratoire de langue dans votre poche avec du gaming, de l'apprentissage, enfin avec des méthodes de start-up, vraiment d'apprentissage, de neurosciences pour les jeunes. Et toutes ces innovations, c'est pour nos lycéens. Alors il y a ça, mais il y a aussi tout ce que nous faisons pour les jeunes qui sont en décrochage. On les appelle, on a une plateforme téléphonique maintenant qui les appelle. On va créer une agence de l'orientation et de la promesse républicaine pour mieux orienter les jeunes vers les métiers qui recrutent, les métiers de la réussite. On a une aide de 1 300 € pour les jeunes en insertion qui n'ont pas le permis. Donc vous voyez, plein de nouveautés pour les jeunes et un pass culture et sport régional. 200 €. Alors je vous propose qu'on détaille justement toutes ces mesures, solutions, et aussi qu'on parle de la situation réelle qui n'est pas toujours très facile, notamment pour les jeunes. Vous le disiez, les jeunes ont beaucoup souffert du Covid, aussi évidemment du dérèglement climatique, de la crise et de la guerre en Ukraine aussi, parce que ce sont toujours des mots, MOTS, qui sont des mots aussi MAUX pour la société, de l'inflation. La réalité du quotidien est très difficile pour nos jeunes. On a vu ces jeunes qui allaient dans des banques alimentaires pour se nourrir, qui ont du mal à se loger. On le voit, certains effectivement quittent leur village pour partir dans des grandes villes pour pouvoir faire leurs études. Mais qui dit faire ses études dit aussi pouvoir se nourrir et se loger, et donc faire un petit boulot à côté. Certains, à l'instar de Jacques Attali par exemple, sont pour un revenu étudiant. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors moi, je ne suis pas favorable à un revenu étudiant, sans contrepartie. Oui. Mais en revanche, ce que nous avons fait, c'est que nous allons créer 1000 contrats d'étudiants mentors. C'est quoi des contrats d'étudiants mentors ? C'est des contrats à tiers-temps, de 500 heures, qui permettront, sur l'année, de gagner 500 € par mois.
et de faire ses études en même temps. Et qu'est-ce que fait un étudiant mentor ? Eh bien, il accueille des étudiants handicapés, il accueille des étudiants étrangers, il fait du soutien scolaire pour les élèves de première année pour les aider à réussir, il aide les bibliothécaires pour pouvoir maintenir les bibliothèques ouvertes tard le soir pour justement que les étudiants puissent étudier plus facilement. Donc 1000 contrats régionaux d'étudiants mentors pour aider les jeunes qui justement cherchent à pouvoir subvenir à leurs besoins en même temps qu'ils font leurs études. De la même façon, pour les lycéens, on a gelé les tarifs de cantine. Et ce qu'on voudrait faire pour les étudiants, c'est plus de logements. Donc avec l'État, on s'est mis dans l'objectif de créer 20 000 places supplémentaires de logements étudiants. Et vous le savez peut-être, je ferme des lycées vétustes dans Paris, qui sont des lycées pratiquement vides. Je vais les rénover et je voudrais faire à la place de ces lycées des résidences étudiantes en plein Paris, notamment pour les filles, parce que vous savez qu'on a très peu de places de logements étudiants pour les filles sous statut scolaire, les filles qui vont en classe préparatoire, les filles qui sont en première année de médecine, elles n'ont pas de possibilité de se loger dans Paris, alors que les garçons, oui. Donc on va augmenter ces places d'internat. Et puis, on va aussi créer des résidences étudiantes pour les formations sanitaires et sociales. Parce que pour les aides-soignantes, les infirmiers et les aides-soignants, on a des difficultés à recruter. Et puis, ils viennent souvent de très loin pour faire leurs études et ils ont beaucoup de temps de transport. Donc, on va essayer de les loger sur place. Qui dit bâtiment dit aussi lien avec l'écologie. Je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement et c'est d'ailleurs aussi un sujet qui touche tous les jeunes puisque c'était le sujet numéro 1 de préoccupation chez les jeunes, notamment pendant la présidentielle. Vous dites y accorder une grande place en 2023. Comment faire baisser déjà cette éco-anxiété, si je puis dire, le terme est vaste, mais quand même très précis finalement, l'éco-anxiété de notre jeunesse qui se dit très très inquiète, et on le comprend, par l'état de la planète aujourd'hui? Bien, moi je crois que c'est par des signes très concrets de changement, pas forcément par des grands discours. Des signes très concrets de changement, par exemple, vous savez que sur le vélo, l'Île-de-France a été extrêmement moteur. On a créé un service de location qui s'appelle Véligo Location, 20 € par mois, un vélo électrique, pour inciter les jeunes à se mettre à la mobilité du vélo. Se réapproprier finalement sa planète, son entourage, son écosystème. Et puis se dire que les choses sont en train de changer vraiment concrètement dans leur quotidien. On a une prime pour l'achat de vélos électriques qui est maintenant de 500 €, sans condition de ressources. On est en train de construire ce qu'on appelait le RER vélo, c'est-à-dire en fait un réseau de RER en piste cyclable, en fait. Alors, comme le RER vélo, personne ne comprenait, on croyait que c'était mettre son vélo dans le RER. Oui. Donc, on va le rebaptiser Vélo Île-de-France, ce sera plus clair, et ce seront des centaines de kilomètres de pénétrantes dans Paris, vers Paris, de la banlieue. Et on pourra faire des très longues distances à vélo, avec notamment le changeur des règles du jeu, si on dit, le game changer, qui est le vélo électrique, qui permet, dans une Île-de-France qui est un peu vallonnée, de pouvoir faire des distances un peu plus longues. Donc, vous voyez, par exemple, ça, le vélo, multiplié par 3 le nombre de déplacements à vélo, c'est quelque chose que l'Île-de-France va permettre et va donner aussi le pouvoir d'achat de faire. Donc ça, c'est concrètement. Une deuxième chose très concrète qu'on a faite cette année, qui peut vraiment parler aux jeunes, c'est on a créé Île-de-France Nature. Île-de-France Nature, c'est donné comme objectif de remettre 5000 hectares de nature au cœur des villes. C'est-à-dire on va casser les dalles de béton, on va casser les parkings bétonnés, les cours d'école bétonnés, et on va les revégétaliser. Et j'ai focalisé sur 148 communes qui sont les communes les plus bétonnées, les plus carencées, et on va y remettre de la nature. Et puis un dernier sujet, parce que ça parle aussi aux jeunes, le budget participatif écologique de la région. Il faut savoir que si des jeunes créent une association et qu'ils ont envie de faire porter un projet écologique pour leur quartier, pour leur université, pour leur école, voilà. Tant qu'il soit en lien avec l'écologie. Alors, qui est un projet écologique porté par un tissu associatif. Une personne ne peut pas le porter, puisque je ne fais pas un chèque à une personne, c'est trop difficile, on ne peut pas après surveiller comment est dépensé l'argent. Donc, il crée une association, c'est assez facile. Et il porte un projet. Ça peut être mettre des LED, des éclairages LED dans une rue. Ça peut être faire un
un jardin partagé. Ça peut être mettre des ruches et faire du miel. Ça peut être recycler de l'eau de pluie. Ça peut être faire du compost. Tout ça, c'est jusqu'à 10 000 €. C'est 100% payé par la région si, dans le cadre du budget participatif, c'est plébiscité par les franciliens. Alors, si vous le voulez, on a des centaines de projets qui sont subventionnés, mais il faudrait que les jeunes s'en saisissent davantage. C'est plus souvent les associations locales de quartier qui s'en saisissent. Un peu moins les jeunes, alors que je suis persuadée qu'ils sont bourrés de projets et qu'ils adorent. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'information ou c'est parce que vous sentez qu'ils ne sont pas engagés? Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais par exemple, on a une association de jeunes qui nous a proposé de mettre des pots pour les mégots de cigarettes. Oui. Et d'organiser tout ça. Enfin, c'est des petits budgets, mais finalement, de trouver 2 500 ou 3 000 €, c'est pas si simple quand on a un projet d'écologie concrète. Et moi, je pense que sur l'écologie, il faut penser global, mais il faut agir local. Et qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour les jeunes qui veulent s'engager que de voir concrètement que les choses ont changé. Et qu'on est accompagné par la région. Absolument. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on élargisse un peu le débat et qu'on parle non pas que de l'Île-de-France, mais aussi de la France dans son ensemble. Nous sommes face à une crise d'attractivité du métier de prof qui est terrible, absolument terrible. Les profs sont à bout de souffle, essoufflés, ils ne se sentent pas considérés. Il y a un véritable problème de salaire, évidemment. Très peu, enfin en tout cas, pas assez se présentent au concours maintenant. Comment est-ce que vous jugez l'action du ministre de l'Éducation à ce sujet ? Je crois que la revalorisation des débuts de carrière est absolument indispensable, mais que ça ne suffira pas. Je pense que c'est toutes les conditions d'exercice du métier de professeur qu'il faut revoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord qu'il faut leur garantir aussi beaucoup de respect dans les classes. Vous sentez qu'ils ne sont pas respectés par le gouvernement ? Je pense que c'est de plus en plus difficile d'être enseignant, et surtout dans un certain nombre d'établissements scolaires où les élèves sont de plus en plus turbulents. Pardon, madame, quand vous parlez bien de respect, vous parlez du gouvernement vis-à-vis... Ah non, je parle vous parlez des professeurs. Des élèves vis-à-vis des professeurs. Et je pense qu'un jeune professeur, il doit être aidé dans sa prise de classe, dans l'apprentissage de la pédagogie. Et c'est malheureusement pas ce qu'on a aujourd'hui. On recrute des jeunes, on les met devant les classes et ils ont parfois le sentiment que voilà, on les jette dans la piscine et on leur dit maintenant tu sais nager, quoi. Tu as été recruté, tu sais nager. Non, c'est pas parce qu'on a été recruté qu'on sait nager. Donc il y a ce côté douche froide de jeunes qui ont la vocation d'enseigner et qui se retrouvent nez à nez avec une classe sans avoir forcément eu la formation et l'encadrement pour ça. Donc je pense qu'il faut faire plus de compagnonnage. Je pense qu'il faut aussi qu'on renforce les équipes de CPE et d'assistants d'éducation pour que les professeurs se sentent encore plus soutenus. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a tout un encadrement. Vous voyez, quand j'ai donné les ordinateurs aux élèves de seconde, pour que tous les élèves de seconde aient la même chance d'avoir accès aux ressources numériques, j'ai aussi donné les ordinateurs à leurs enseignants. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants, aujourd'hui, en France, se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur, pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. C'est indigne de la 5e puissance mondiale. Normalement, c'est le ministère de l'Éducation qui devrait leur donner les ordinateurs, qui devrait leur donner les téléphones portables pour dialoguer avec leurs élèves. Donc nous l'avons fait et... Nous organisons maintenant aussi la formation de ces professeurs au numérique. Et je pense qu'il y a un défaut dans la gestion des ressources humaines de l'éducation nationale, un défaut de formation tout au long de la vie, un défaut d'accompagnement dans la carrière. Et je pense que, voilà, quand on est un cadre dans une entreprise privée ou publique, eh bien, on a un ordinateur, on est formé à l'utiliser. Je veux dire, avant, les enseignants, c'était des cadres. Et aujourd'hui, il faut leur redonner ce statut de l'intellectuel qui est un statut fort dans la société. Et puis, si je comprends bien, du lien aussi avec l'élève. Effectivement, si l'élève est sur ordinateur, évidemment, le professeur se doit d'avoir les mêmes moyens, les mêmes outils numériques pour la communication. Cela vient à en parler, si vous le voulez bien, à la mixité sociale, à l'inégalité des chances face à la réussite. Elle est très présente en France. On le sait d'autant plus depuis 2016 grâce à l'indice de position sociale, à l'IPS, qui détermine effectivement si on a les mêmes chances de réussite en fonction de là d'où on vient. Malheureusement, la différence est criante.
selon le lieu où l'on habite, selon la famille dans laquelle on est, selon les ressources des parents. Est-ce que vous pensez que le numérique peut permettre aussi cela? C'est-à-dire que apporter le numérique à tous, c'est une façon de permettre de l'accès aux familles défavorisées, aux enfants qui n'ont pas cet accès-là, justement de pouvoir aller vers la culture, vers l'autre, vers l'extérieur, peut-être qu'il n'a pas chez soi. Moi, ce qui me scandalise, c'est effectivement qu'on soit devenu le pays le plus inégalitaire en matière scolaire. Ça me scandalise parce que c'est complètement le contraire de l'esprit de la République. Notre école, c'était l'école de l'ascenseur social. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est une école qui, malheureusement, est plutôt reproductrice des inégalités. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, on l'apprend grâce aux petits cours. Et qui a des petits cours en dehors de l'école? C'est ceux dont les parents peuvent payer ces petits cours. Donc on a aujourd'hui effectivement une école de la reproduction sociale. Et il faut sortir de ça. Mais c'était déjà le cas avant, pardon Valérie Pécresse, mais c'était déjà le cas avant. Les familles, il y avait déjà des familles qui n'avaient pas les moyens et d'autres qui avaient les moyens. Et on n'avait pas cet échec, cette inégalité criante. Parce que depuis 50 ans. Non, mais parce qu'avant, on apprenait à l'école. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait, on est obligé de l'apprendre à l'extérieur. Mais pourquoi on n'apprend plus à l'école? C'est bien ça le problème. Alors, ça commence avec les fondamentaux. Je pense que le sujet, c'est qu'on ne peut pas faire entrer au collège des jeunes qui n'ont pas les fondamentaux. Il faut absolument que les fondamentaux soient acquis dès les petites classes. Là, la question de la pédagogie joue, mais pas seulement. Il y a la question aussi du soutien scolaire. Il faut un accès au soutien scolaire à toutes les familles. Alors, la région a décidé de s'engager dans un programme un peu innovant, qui est de rémunérer des professeurs à la retraite pour venir faire du soutien scolaire gratuit dans les écoles. Alors, c'est les mairies qui organisent ça et la région finance. Donc, on est maintenant aussi engagé dans du soutien scolaire pour les familles qui n'ont pas les moyens de se le payer. Mais je crois beaucoup à la relation élève-professeur, à la relation élève-tuteur. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle les cordées de la réussite. C'est-à-dire qu'on fait venir des étudiants dans les collèges et dans les lycées pour aider les jeunes qui sont talentueux, qui ont envie, mais qui n'ont pas forcément les codes culturels. Parce que très souvent, vous verrez que en fait, la réussite, c'est pas seulement une question d'intelligence, c'est aussi une question de code. Et quand on ne connaît pas les bonnes filières, quand on ne connaît pas les métiers qui recrutent, quand on ne connaît pas l'université, on en a peur. Vous savez, moi, j'ai vu des bacheliers mention très bien qui voulaient aller en BTS parce qu'ils avaient peur d'aller dans une licence ou dans un bac plus 5. Ils ne savent pas à quoi ça va les mener, ils ne savent pas à quoi le diplôme va les mener. Donc en fait, on préfère des filières courtes professionnalisantes. Donc ça, c'est pas bien. Faire venir des retraités pour aider justement les étudiants, c'est peut-être une façon un peu différente de voir l'enseignement qui, pour le coup... Des retraités et des étudiens pour aider les collégiens et pour aider les collégiens et les lycéens. On a vu en septembre 2022 le ministre Pap Ndiaye faire appel, et le gouvernement de manière générale, faire appel à 4500 contractuels, donc formés en 4 jours. Est-ce que justement, est-ce qu'on peut accepter que nos enfants soient formés par des gens qui sont si peu formés eux-mêmes? Est-ce qu'il aurait préféré peut-être engager, comme vous le dites, des retraités de l'enseignement et de l'éducation nationale? Le vrai problème, c'est que c'est pas une solution durable, ces contractuels qui ne sont pas formés. Et puis d'abord, ils ne restent pas. Le vrai problème, c'est qu'ils ne restent pas. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de ces enseignants qui arrivent dans des quartiers populaires et je leur dis mais alors, vous êtes content d'enseigner? Et ils me répondent j'ai pris ça faute de mieux, mais si je trouve mieux, je pars ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est des enseignants par défaut et qui sont zappeurs. Et ça, c'est pas là-dessus qu'on peut construire un projet durable d'établissement. C'est pour ça que moi, je plaide, mais depuis toujours, pour l'autonomie des établissements, notamment dans les lycées et des collèges, pour que les proviseurs puissent recruter leur équipe. Et recruter une équipe durablement, sur un contrat d'établissement, où on se fait un projet ensemble, et où on décide ensemble, en fonction des difficultés des élèves, de les traiter. Parce que chaque lycée a une situation différente. Voilà. Si vous êtes dans un lycée où il y a une majorité de boursiers, ce sera plus difficile. Si vous avez une majorité d'élèves issus de l'immigration, ce sera plus difficile. Et on le sait, parce que ils parlent pas français. Vous savez, moi j'ai des jeunes qui parlent le français 6 heures par jour à l'école. Et quand ils rentrent chez eux, ils ne parlent pas le français à la maison. Et avec les chaînes du câble,
ils n'écoutent même pas la télévision en français. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes situations et c'est exigeant pour les professeurs. Donc, on a des situations qui sont plus exigeantes et dans lesquelles il faut mettre les bouchées doubles. Alors, les bouchées doubles, on en parle beaucoup en ce moment, notamment pour les fondamentaux dont vous parliez. Pap Ndiaye a annoncé des classes de 6e tremplin avec des heures de français ou de maths en plus pour les élèves en difficulté. C'est également quelque chose que vous proposiez en tant que candidate à l'élection présidentielle. Et c'est donc une bonne chose pour vous ? Mais écoutez, je suis toujours ravie quand je vois le gouvernement reprendre mes propositions de la présidentielle. Ça prouve que finalement, ma candidature n'a pas été en vain, bien évidemment. Le problème, c'est en 6e, il faut consolider les acquis. Si vous ne les consolidez pas en 6e, vous arrivez avec des jeunes qui vont échouer. Vous savez comment ça va se passer. Ils vont avoir entre 0 et 5 de moyenne en 6e. Mais ils vont quand même passer en 5e parce qu'on ne les fera pas redoubler. Mais pourquoi ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi on ne redouble pas ? Mais on ne redouble pas parce que ça ne sert à rien de redoubler s'il n'y a pas justement une vraie pédagogie mise en place pour consolider les acquis en 6e. Ça ne sert à rien de faire redoubler. C'est encore pire de passer dans la classe supérieure. Oui, mais c'était comme ça, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. On les garde jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Soit ils se mettent à être absents, donc on a un absentéisme et on les retrouve dans la rue et ça fait de la graine de délinquants, de dealers, de décrocheurs. C'est très mauvais pour eux. Et soit ils se mettent à mettre le bazar dans les classes parce que comme ils ne comprennent pas les cours, qu'ils les écoutent d'une oreille distraite, eh bien c'est eux qui sont, j'allais dire, les fauteurs de troubles. Donc il ne faut absolument pas laisser entrer en 5e des jeunes qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et les bases des mathématiques. Donc moi, je suis ravie d'entendre que Pap Ndiaye a repris mon idée de 6e de consolidation. Parlons aussi de la primaire. Vous proposiez une évaluation à la fin de la primaire afin d'évaluer justement les besoins en 6e, car quand on est effectivement pas très bon en 6e, c'est souvent parce qu'on n'a pas les acquis des classes précédentes. Mais est-ce que c'est vraiment au collège de prendre en charge les difficultés justement de ces élèves, alors que le problème vient de plus tôt, vient de la primaire? Non, mais je pense qu'il y a eu une bonne mesure qui a été prise par le gouvernement, c'était le dédoublement des classes de CP pour vraiment... Et de CE1. Et de CE1, pour vraiment, dès les petites classes, vraiment arriver sur les acquis. Maintenant, vous avez des jeunes qui n'auront pas les classes dédoublées, vous aurez des jeunes qui échapperont quand même à tout ça. Et eux, il faut vraiment les repérer en CM2. Vous savez, moi j'ai fait un gros travail sur le décrochage scolaire. Les régions, ça se sait pas très bien, ont une compétence donnée par la loi qui est celle de lutter contre le décrochage scolaire, de raccrocher les élèves. J'ai dit, je m'en saisis. J'ai demandé la liste des décrocheurs au collège. J'ai mis un temps fou à l'obtenir parce que les ministres ne voulaient pas me les donner, mais finalement, Jean-Michel Blanquer m'a donné désormais les listes des décrocheurs. Pourquoi les ministres, pardon, ne voulaient pas vous les donner ? Parce que c'était la propriété de l'éducation nationale, vous savez, puis ils ne voulaient pas qu'on sache combien il y en avait, qui c'était, etc. Finalement, ça s'est réglé, ils nous ont donné les fichiers. Ça reste encore très compliqué, parce qu'avec les règles CNIL, une fois qu'on les a appelés une fois, leur nom disparaît, je n'ai plus le droit de les rappeler. Donc s'ils ne décrochent pas, vous voyez, c'est pas très pratique. Enfin bon, si seulement on pouvait avoir un tout petit peu moins de tatillonnerie bureaucratique dans notre beau pays, et un tout petit peu plus d'efficacité humaine, vous savez, ça nous changerait la vie. Je suis bien d'accord avec vous. En tout cas, on a les fichiers, maintenant, on les a malheureusement évidemment 6 mois en retard, mais enfin on les a, et on appelle. Et avant qu'on fasse ça, l'éducation nationale a appelé 7% des jeunes décrocheurs. Nous, on réussit à en contacter téléphoniquement 57%. Et on leur propose des solutions. Des solutions de raccrochage. Par exemple, des écoles de la deuxième chance, en leur disant, écoutez, ça ne marche pas, vous n'aimez pas l'école. Et venez voir l'école de la deuxième chance, c'est autre chose. Ou bien, vous n'êtes pas bien à l'école, mais peut-être parce que vous avez envie de faire quelque chose de plus professionnel. Est-ce que c'est un problème d'orientation, Valérie Pécresse ? Bien sûr, c'est aussi un problème d'orientation. Avec plusieurs... Alors, là aussi, la région est un peu en retard sur la création d'une vraie agence de l'orientation. Mais c'est en cours. On la lance là. On la lance pour février. On voudrait être prêt pour la prochaine session de Parcoursup. Alors, je ne sais pas si on va être complètement prêt, mais enfin, on voudrait faire l'orientation au collège, l'orientation au lycée. Et on voudrait le faire avec les milieux professionnels. Parce que le problème qu'on a, c'est que les métiers se transforment à une vitesse incroyable et les besoins aussi de l'emploi se transforment à une vitesse incroyable. Par exemple, là, maintenant, on a besoin de
de centaines de conducteurs de bus. Bon, c'était pas ce cas l'année dernière. Ça peut intéresser des jeunes qui aiment bien être au volant, qui ont envie. Mais en même temps, on a besoin de web développeurs, mais en même temps, on a besoin de métiers de la santé, mais en même temps, on a besoin de métiers de l'environnement. Donc, on a énormément de métiers qui recrutent. Et nous, on va aller en parler. Et on va aller en parler avec des employeurs qui vont raconter comment c'est la vie au travail, comment on travaille chez eux. Moi, je crois qu'il faut mettre les jeunes en situation. Je pense que beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas scolaires ne voient pas qu'il y a des métiers dans lesquels on n'a pas besoin d'être scolaire pour réussir. À l'instar du président de la République, vous pensez qu'il faut absolument que les jeunes aillent à la fois vers des métiers qui recrutent et en même temps que les métiers viennent à eux? Oui, et puis par le biais de stages, par exemple? Alors, on a un vrai problème avec le stage de troisième. Nous, on a commencé à faire une étude sur comment ça se passait les stages de troisième et on s'aperçoit là encore que c'est profondément de la reproduction sociale. C'est-à-dire que le stage de troisième, il est fait dans les métiers des parents ou alors chez les amis des parents ou les relations des parents. Mais quand le jeune n'a pas de carnet d'adresse, n'a pas de relation, il n'a pas de stage de troisième. Donc on a commencé à faire, le département de Seine-Saint-Denis fait pareil, on a commencé à proposer des milliers de stages pour les jeunes qui n'en avaient pas. Oui. La région fait... Alors nous, on s'est spécialisé, on a fait des stages JO. Pourquoi des stages JO? Parce que les Jeux Olympiques vont se traduire par une arrivée de touristes, de centaines de milliers de touristes supplémentaires à partir de 2025. Il y a 1 milliard de gens dans le monde qui vont regarder l'Île-de-France, qui vont trouver ça magnifique et qui vont venir ensuite comme touristes. Donc on sait que les métiers du tourisme vont se développer considérablement. Donc on forme les jeunes au métier du sport et au métier du tourisme. Pendant une semaine, on les emmène au Grand Stade, on les emmène à Roissy, on leur fait découvrir tous ces métiers, on leur fait découvrir la région aussi, donc les métiers administratifs. Et comme ça leur fait une semaine de stage pour tous ceux qui ne peuvent pas en trouver. Voilà. Et donc, je le dis, s'il y a des collèges qui sont intéressés, on prend 2 classes dans un car, on vient les chercher le matin, on les ramène. Et ils vous auront entendu. Voilà. Alors, vous le savez, il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est l'uniforme. C'était même la couverture, la une du Parisien aujourd'hui. Le port de l'uniforme pose question, notamment dans le cadre de la laïcité, dans le cadre des problèmes que l'on rencontre à l'école, qui sont le port de tenues religieuses ostentatoires, qui a beaucoup grimpé début septembre et surtout en octobre, qui a un peu baissé en novembre. On attend les chiffres de décembre maintenant. Quel constat tirez-vous de tout cela et est-ce que vous êtes pour l'uniforme à l'école? Alors, il y a 2 sujets quand même assez différents. Moi, je pense que sur la laïcité, il faut qu'on soit en soutien des équipes pédagogiques et enseignantes. On ne peut pas les laisser tout seuls. C'est-à-dire que l'éducation nationale ne peut pas les laisser seuls définir ce qu'est une tenue religieuse, pas une tenue religieuse. Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient soutenus. Vous avez l'impression que Pape Ndiaye les a soutenus? En tout cas, j'ai l'impression que à chaque fois qu'ils se retrouvent face à ces choix de discipline vestimentaire, il faut vraiment qu'on soit derrière eux et il faut qu'on les appuie, que l'administration les appuie et ne les laisse pas seuls face aux parents ou face aux élèves, parce que c'est évidemment, après, c'est très compliqué pour eux et c'est pas leur métier. Sur RMC, le ministre de l'Éducation a clairement dit que ce n'était pas son rôle, et on peut le comprendre d'ailleurs, de regarder chaque photo de chaque élève pour savoir si la tenue est religieuse ou non. Mais à qui de le faire? Est-ce que c'est au chef d'établissement et aux professeurs d'avoir ce rôle-là? C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'il y ait une doctrine qui soit définie au niveau du ministère et que cette doctrine soit déclinée dans les établissements. Les proviseurs et les professeurs ne peuvent pas seuls définir les choses. D'ailleurs, vous savez, j'étais au Conseil d'État quand on a jugé l'affaire du voile de Creil. Pourquoi est-ce qu'on a fait la loi pour interdire le voile à l'école? On l'a faite parce que justement les professeurs appelaient au secours, parce que c'était très difficile de savoir si un voile était ostentatoire ou si c'était un petit voile qui n'était pas ostentatoire. Comment vous définissez le mot ostentatoire? C'était pas à eux de prendre une décision. Oui, c'est ça, c'était pas à eux de prendre une décision en fait. C'était à l'État de la prendre. Le juge avait au départ dit, c'est à l'équipe pédagogique de définir si le voile est un voile ostentatoire ou s'il n'est pas ostentatoire. C'est très compliqué, vous comprenez, ça devient, c'est un peu le sexe des anges. Donc le problème, c'est que c'était très compliqué. Donc on a dit, c'est pas possible, il faut une loi qui soit la même pour tous. D'où cette question de l'uniforme, mais qui ne se résume pas pour moi
à une question de laïcité. Moi, l'uniforme, ou plus exactement, j'allais dire la tenue d'établissement ou le code vestimentaire d'établissement, moi je trouve que ça a pas mal de vertus. Ça a une vertu aussi vis-à-vis du règne des marques et de ce côté... de gommer les inégalités. Gommer les inégalités, gommer aussi, supprimer une partie des risques de raquettes. Dans les établissements, parce qu'il y a de la jalousie, il peut y avoir des vols, il peut y avoir du harcèlement, parce qu'un tel a une marque, un tel a des belles baskets, etc. Donc, gommer les inégalités, et puis aussi donner une fierté d'établissement. Moi, ce que je remarque dans les sociétés qui mettent des codes vestimentaires, c'est que souvent, il y a un sweatshirt du lycée, on est fier, on définit le logo, on définit la devise, etc. Donc, il y a un côté fierté d'établissement, projet d'établissement. Et je trouve que la communauté scolaire, c'est aussi quelque chose qui est vivant. Et je pense que plus les élèves et les professeurs se sentiront heureux d'être dans un établissement, fiers d'être dans un établissement, mieux ce sera. Donc moi, je suis assez pour les codes vestimentaires. Et si on le met en place, de manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de lycées qui lancent des projets du genre pas de casquette, pas de basket, pas de survêt le lundi, ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas mal aussi parce que les codes vestimentaires du monde du travail, les codes vestimentaires de l'université sont pas les mêmes que ceux aujourd'hui qui sont pratiqués par les lycéens. Et je pense que c'est intéressant. Si on le met en place, qui prend en charge ? Qui prend en charge ? L'État ? C'est l'État qui finance l'uniforme ? C'est les parents ? C'est l'école ? Écoutez, normalement les vêtements, c'est les parents. Normalement, les vêtements, c'est les parents. Donc la question se posera aussi pour les familles défavorisées qui ils ne vont pas avoir les moyens de pouvoir subvenir. Ils habillent quand même leurs enfants. Oui, mais un uniforme, ça a un prix, ça a un coût pour plusieurs enfants, par famille. De toute façon, ils seront habillés avec l'uniforme. Non, ce que je pense, c'est qu'il faut à ce moment-là que ces codes vestimentaires soient donnés à petit prix. Mais par exemple, si on imagine des sweatshirts du collège, ou si on imagine, on n'est pas obligé de faire tout en uniforme. On peut aussi dire c'est pantalon bleu marine ou jean ou pantalon dans une toile sombre. Enfin, on n'est pas... Vous voyez, après, c'est au gouvernement de décider ce qu'il souhaite faire en la matière. Mais je pense qu'il y a uniforme et uniforme entre la tenue effectivement du collégien britannique ou américain qui effectivement doit être assez cher et le fait d'avoir un code vestimentaire, je vous dis, 0 survêt, 0 basket, 0 casquette, c'est déjà un code vestimentaire. Et 0 claquette aussi ou pas ? Et 0 claquette. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous dans le Grand JT de l'Éducation sur School TV. Nous étions ravis de vous avoir. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Arthur Pers. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission de développement durable chez Culture Conseil. Alors aujourd'hui, l'éducation justement au développement durable fait partie des missions de l'école au sens large. On étudie des notions dans les programmes scolaires, fort heureusement car ça faisait longtemps que certains le chuchotaient, le murmuraient, le demandaient, même le criaient. Et pourtant, l'écologie était encore un sujet qui était un peu éludé par beaucoup. Et puis, des établissements peuvent également créer des projets pédagogiques maintenant qui impliquent les élèves, et tant mieux. Et de là naissent donc des labels écologiques comme celui de l'éco-école. Je ne me trompe pas. Exactement. Comment fait-on pour que notre établissement devienne une éco-école ? Alors, chaque établissement dépend d'une académie. Il y a un cahier des charges que l'on doit remplir, des critères, et du coup, c'est pouvoir monter des projets, être dans la capacité d'enseigner le minimum à nos élèves, former des éco-délégués dans la mesure du possible, trouver des partenariats, que ce soit public, que ce soit privé. En général, on essaye de rester dans le local. C'est les personnes qui ont la plus grande possibilité d'avoir un impact durable, surtout dans le domaine de l'écologie et du développement durable.
Est-ce que c'est juste sur ce qu'on va enseigner, ce qui sera dans les programmes scolaires, ou est-ce que ça fait partie aussi, par exemple, de la rénovation des bâtiments? Est-ce qu'une éco-école doit aussi faire preuve d'un bâtiment qui est dans les règles demandées par les nouvelles prédispositions établies? Vous avez tout à fait raison, il y a des directives, on essaye de rénover les bâtiments, on essaye d'abord de faire un bilan énergétique. Il y a beaucoup de politiques publiques, que ce soit à travers le PPI, le plan pluriannuel d'investissement qui permet de noter quels sont les bâtiments énergivores. En fonction de ce constat, on essaye d'établir quelles sont les possibilités de rénovation. Peut-être un toit végétalisé, peut-être le local de sport mieux isolé. Et du coup, une éco-école, au final, c'est aussi une école qui consomme peu, qui représente ses valeurs écologiques et qui se veut durable. Alors, en dehors de ce que ça apporte en bienfait à la fois pour le mental, pour l'intellect, pour nous autour de soi, autour de l'école, qu'est-ce qu'elle apporte pour la société, cette éco-école? Est-ce que c'est une façon aussi de porter le projet d'une écologie sujet numéro 1 pour les Français? Est-ce que c'est aussi une façon d'être plus citoyen que d'autres? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est, si je puis dire, créer un peu cette mini-cité situation modèle où les élèves vont être sensibilisés, vont travailler en collaboration avec les professeurs, où le cadre professoral va aussi être sensibilisé aux aménagements, à l'économie d'eau, d'électricité, à bien éteindre les lampes et les lumières le soir. Et du coup, c'est en fait former un peu les générations de demain, les sensibiliser pour qu'eux-mêmes, ça soit totalement ancré dans leurs valeurs et qu'ils puissent reproduire et généraliser ce modèle à grande échelle. Alors, on parlait du label Éco-École, il y a aussi un autre label, c'est le E3D, établissement en démarche de développement durable. Dites-moi. Exactement. Donc ce label est un peu plus poussé, il est plutôt focus sur l'éducation, la formation et les projets. Et ça doit être des projets qui doivent être menés sur le long terme. On met en général 6 à 1 an à accéder à ce label. Il y a une charte un peu plus conséquente, avec beaucoup plus de points. Et on travaille avec l'Académie en général pour l'obtenir. Et c'est des projets à très long terme que l'on doit mener, au minimum 2 à 3, que l'on doit renouveler chaque année. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de pérenniser nos projets. Donc aussi, créer des partenariats. Pour être accrédité label E3D, on doit travailler avec des partenariats. Ça peut être avec la municipalité, un agent de la mairie qui vient former sur la gestion de l'eau, les enfants et le cadre professoral pour expliquer quelle est la consommation de l'eau de l'école et comment l'eau est traitée tout simplement. Ça peut être travailler avec des agriculteurs ou des apiculteurs qui vont expliquer le système de la biodiversité et comment un hôtel à insectes ou un rucher peut apporter beaucoup. Et finalement peut-être même si l'établissement a un jardin ou a la possibilité, importer un rucher dans l'école. Alors l'école doit répondre justement à une problématique en lien avec l'écologie et mener un projet pédagogique. C'est toujours la pédagogie qui est au cœur finalement de ces projets-là. Biodiversité, les déchets, l'alimentation, l'énergie, la solidarité. Vous le disiez, être conscient qu'il faut bien éteindre les lumières par exemple en partant, de ne pas gâcher l'eau, de ne pas dépenser pour rien et de faire couler les robinets de manière incessante. Est-ce que dans tous ces projets que vous avez vus, il y en a certains qui vous ont plus marqué que d'autres ? Oui, clairement, il y a beaucoup de projets. Un en particulier dans une école où j'ai travaillé récemment, Notre-Dame de la Providence à Enghien-les-Bains, ils avaient exécuté une sorte de pièce de théâtre pour l'arrivée de Monsieur Pierre Rabhi. Et ils avaient monté beaucoup de projets, leur avaient eu un temps d'échange avec Pierre Rabhi, qui est un grand homme, qui était un grand homme. Et je trouve ça magnifique, des élèves qui ont de 10 ans à 14 ans, de pouvoir échanger, parler de projets avec une personne qui a vraiment un niveau de connaissance qui est très élevé, beaucoup de choses à apprendre. Et puis qui a un regard différent sur le monde, Exactement, surtout. Un peu philosophique, si je puis dire. Bien sûr. Ils ont donc écrit la pièce de théâtre en question ? Exactement, qui était un peu
relever de leurs activités en cours. En 2022, vous avez notamment participé à la formation d'une 50aine d'éco-délégués. Alors d'éco, c'est D'-éco, délégués dans les primaires, collèges et lycées de France. On connaît tous le fameux délégué de classe traditionnel qui va défendre des idées, qui va protéger les élèves, qui va proposer de nouvelles activités. Dans ce programme, on élit un éco-délégué. J'imagine qu'il y a un rôle d'ambassadeur, toujours pareil, sur le principe du projet que l'on va mener dans la classe? Exactement ça. Comme vous l'avez dit, il doit être ambassadeur. C'est un peu ce pivot, un peu le communicant. Il doit d'abord faire remonter les informations au sein de sa classe. Quelles sont les idées, les sensibilités, en fonction de leurs connaissances et les projets sur lesquels ils souhaiteraient travailler. Structurer un peu ces idées, essayer de revenir vers le cadre professoral ou le référent EDD avec une idée un peu plus structurée. Essayer de trouver peut-être aussi des partenariats. Des partenaires, comme on a vu juste avant, des partenaires qui peuvent être publics ou même des entreprises privées. Ça peut être des parents d'élèves qui travaillent dans tel et tel domaine, peuvent venir accompagner. Ça peut être aussi contacter Emmaüs pour organiser une récolte de vêtements. Et derrière aussi, ce rôle très important d'ambassadeur, c'est faire un suivi. C'est-à-dire, lorsqu'un projet est réussi, communiquer là-dessus, le pérenniser et faire une étude. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été une réussite? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut retravailler aussi? Et aussi un point très important, une fois que le projet a été pérennisé, c'est la transmission du savoir. Lorsque les éco-délégués changent de classe, ils doivent transmettre ce savoir pour que la génération en dessous puisse aussi eux-mêmes pérenniser et retravailler en fonction de leurs besoins ce même projet. Alors là, on parle à la fois des élèves, des délégués, aussi des établissements qui ont cette vraie conscience déjà écologique et qui ont déjà mené à bout des projets pour pouvoir justement avoir ces fameux labels dont on parlait. Les autres établissements qui aimeraient peut-être s'intéresser davantage à l'écologie, qui aimeraient peut-être aller davantage vers des projets pédagogiques dont vous parlez, mais qui n'ont peut-être pas forcément encore les moyens ou tout le bâti pour cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en petites actions au quotidien pour pouvoir injecter, entre guillemets, un peu d'écologie dans leur programme, dans le périscolaire et au quotidien? Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de ressources disponibles, que ce soit à travers les académies ou directement sur le site du ministère de l'Éducation, télécharger, que ce soit des sortes de jeux pour sensibiliser. Et en action quotidienne, ça va être des thématiques sur comment peut-on agir? Quelles sont les problématiques de notre école? Toute école est différente. Peut-être que ça va être demander aux enfants de créer leur propre poubelle de recyclage, indépendamment de chaque classe. On comprend que chaque école est hétéroclite, chaque besoin est différent, et du coup vraiment sensibiliser sur les besoins particuliers. Une école qui est en campagne n'aura pas les mêmes besoins qu'une école en ville. Et du coup, en petite action, ça peut être, comme je le disais, créer des petites des boîtes de compost pour récupérer les déchets vivants, créer des petites poubelles pour récupérer le plastique, le matériel usagé, qui peut être possiblement recyclé. Faire attention à bien sensibiliser pour les lumières, la récupération de l'eau, peut-être aussi sensibiliser au fait qu'on n'a pas besoin d'eau chaude véritablement pour se laver les mains. Aussi le gâchis alimentaire, peut-être faire des feuilles, des fichiers Excel sur qui souhaite manger de la viande cette semaine, qui va manger à la cantine, pour planifier une semaine à l'avance la cantine scolaire. La cantine scolaire, exactement. D'où l'utilité alors du numérique. Ça veut dire que peut-être que le gâchis du papier, finalement, on pourrait ne plus l'avoir grâce à la présence du numérique davantage dans les écoles. Mais le problème, c'est que, encore une fois, qui paye? Et avec quel argent? Et comment les fournit-on? Mais vous pensez que le numérique pourrait permettre cela? Je trouve que le numérique offre énormément de solutions de nos jours. Dans une école avec laquelle je travaille, ils ont fourni des iPads à beaucoup des élèves qui peuvent monter leurs projets, plus besoin de feuilles de brouillon, de cahiers, ça simplifie. Mais comme vous l'avez dit, il y a cette thématique un peu du budget. Pour revenir sur les labels, quand on accède à un label, on peut aussi avoir certains financements de l'État et de l'Académie. On peut avoir des formations supplémentaires. Donc ça peut être aussi un point intéressant. Avec Culture Conseil, on accompagne les lycées qui ont peu de moyens, justement à trouver ces moyens à travers des aides. Et quand ils ont une charge d'horaire, parce que là, une des plus grandes problématiques pour moi, c'est la charge horaire, le problème de temps. Et accompagner l'outil numérique, que ce soit la formation à travers les visios, que ce soit l'accès sur les boîtes à outils, sur les sites du gouvernement ou des académies,
est vraiment particulièrement intéressant et à développer dans la mesure du possible. Merci beaucoup Arthur Pers d'avoir été d'être venu sur le grand JT de l'éducation pour nous parler justement d'écologie et de ce label, de ces éco-délégués qui sont dans les classes à la fois de primaire, collège et lycée. Je rappelle que vous êtes chargé de mission développement durable chez Culture Conseil. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler de cette thématique avec vous. Merci. Comme chaque vendredi, eh bien, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé quel est leur rapport au téléphone portable. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Le téléphone, ça sert à communiquer entre amis et famille. J'utilise beaucoup mon téléphone, souvent je suis sur les réseaux sociaux. Non mais en vrai mes parents ils sont un peu, ils vérifient, en même temps ils sont un peu gentils sur mon tel. Je pourrais pas vivre sans téléphone, je suis vraiment tout le temps dessus. Je n'ai pas internet, Instagram, Facebook parce que je peux voir des images. Je suis pas addict mais je pense que je regarde un peu trop mon tel. Dès que je suis pas dessus ou que je l'ai pas à côté de moi, j'ai l'impression que je l'ai perdu et que je sais pas où je l'ai mis, donc je suis en panique. Et je trouve que depuis que j'ai mon tel, j'ai plus du mal à me concentrer pour lire un livre. Alors qu'avant, je pouvais lire un livre, un gros livre en 3 semaines, facile. Et aussi j'ai une appli qui s'appelle Xulu Messenger. Et en fait c'est une appli pour envoyer des messages à nos parents et à nos amis. Après mes parents ils m'ont déjà puni le téléphone parce que soit j'étais pas rentrée à l'heure, soit j'étais trop dessus, tout ça. J'utilise plutôt le week-end et les vacances parce que moi j'utilise pas beaucoup en semaine parce qu'il y a l'école. Merci beaucoup à vous les enfants. Allez tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Laurent Mestret. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment consacrée à l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Eh ben, écoute, je sais pas, je vais plus trop à l'école en ce moment, mais je suis mon fils qui est à l'école. C'est ce que j'allais te dire. En 6e. Oui. Donc non, ça reste toujours la même chose. Après, faut vraiment faire attention parce que maintenant, je l'ai vu, hein, les jeunes veulent absolument être de plus en plus influenceurs. Donc c'est hyper important que les professeurs insistent sur le fait qu'influenceur, oui, c'est cool, mais il faut connaître les bases et malheureusement, souvent, on me demande comment tu fais pour être connu et tout. Et non, d'abord, déjà, enrichis-toi, mets toutes tes chances de ton côté pour justement avoir un vrai métier. Et puis après, tu peux toujours à côté faire une passion. Ton garçon, il veut être influenceur ? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout son truc. Je sais pas trop. Je vais pas demander si... Non, c'est pas son truc. Il t'en aurait déjà parlé. Ouais, puis même, non, D'ailleurs, il faut d'abord qu'il se construise, qu'il ait des choses en main, avant de commencer à penser à ça, quoi. Quelle différence tu fais entre l'école que toi t'as connue et celle que lui connaît ? Quelle différence ? Je sais pas. En fait, il est à l'école là où j'étais moi avant. Oh, c'est énorme. Donc c'est ouf, hein. Dans la même à école. côté. Pas vraiment. J'ai fait quelques... Parce qu'il y avait un problème de cantine, donc je devais aller dans l'autre école. Pour moi, j'étais une école qui était à 500 mètres. Donc lui, il est au collège, là où on allait manger de temps en temps. Mais écoute, non, ça reste toujours la même chose. Il faudrait que je traîne un de ces quatre dans les couloirs pour voir ce qui se passe. Ça va être discret, ouais. Ouais, je sais pas trop en fait ce qui se fait actuellement, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont numérisées, tout ça, donc c'est plutôt cool, donc on a accès à tout, quoi. Justement, si tu devais penser à l'école de demain, tu la vois comment, dans quelques années ? Comment je vais à l'école ? Je suis pas du tout avec dans du le système numérique scolaire. Ouais, ça va être sûrement ça va être un peu du numérique et tout. Mais faut vraiment pas oublier les fondamentaux quand même. Donc ouais, ça va être sûrement de l'ordre de numérique. Je sais pas du tout, franchement. Toi qui es un grand sportif, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de sport à l'école ou qu'il y en ait encore plus aujourd'hui ? Plus de découvertes peut-être. Il y a des sports qui cherchent, qui doivent être connus quand même. Je sais pas, plein de disciplines qu'il faut. Pas les sports classiques en fait, c'est ça que tu veux dire, aller plus vers. Peut-être les classiques, mais des sports, d'autres aussi. Voilà, d'autres aussi. Après, il y a des endroits où malheureusement on pourra pas faire de ski, hein, tu vois. On va pas faire du ski dans le 94, mais voilà, qu'il y ait un petit peu de touche à tout et surtout qu'on apprenne vraiment les valeurs qui sont importantes au sport. Quand tu prends des cours de sport, t'apprends de très très bonnes valeurs et donc c'est important qu'elles soient ressorties pendant ces cours-là. C'est quoi les valeurs du sport alors ? La discipline, le travail, la patience, le boulot, le mental, tout ça c'est hyper important, tu l'apprends là-bas.
C'est ce qu'on va retenir, c'est le mot de la fin. Merci. Oui, merci d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Avec plaisir, Malika. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, tout de suite c'est meilleur de School TV avec le Zap. Oui, c'est un livre sur le père. Ma mère a lu le livre dernièrement et elle m'a dit en fait tu rends un très bel hommage à ton père. Non, c'est vrai que c'est vraiment c'est un livre qui a inspiré de la vie de mes parents, mais pourquoi c'est très lié au père, c'est que mon père voulait être écrivain, poète, metteur en scène et que la guerre l'en a empêché. Ouais. Donc il est arrivé en France et donc il a dû faire autre chose et j'ai l'impression que quand métiers, y compris des métiers que vous avez découverts en enquêtant. Oui, j'ai découvert qu'il a été qui tenait un kebab. En fait. Ouais, c'est ça. À un moment en fait il n'y avait plus du tout d'argent dans les journaux libanais, qu'il n'y avait plus de traduction à faire. Il s'est retrouvé à devoir bosser dans un traiteur en fait. Et mais oui, donc j'ai l'impression que quand j'écris pour lui, c'est très étrange comme sentiment, mais depuis 10 années que j'écris pour les journaux aussi. J'ai l'impression que mes mots sont ses mots, que tout ce qu'il m'a dit à l'oral, en fait, il a jamais pu l'écrire et que moi j'ai cette chance de pouvoir vivre cette vie d'écrivain et de journaliste, de vivre en France et de ne pas avoir de guerre à fuir. Et donc il m'a transmis sa parole, il m'a transmis une certaine liberté de parole que j'essaie de retranscrire dans mes livres. Une forme de colère aussi, non ? Parce que c'est un personnage à la fois mystérieux et expansif et colérique. Et alors vous dites, il enseignait à la Sorbonne, il insultait Dieu et les 3 religions monothéistes à tout bout de champ, il a fini par se faire virer d'ailleurs. Oui, il se fait souvent virer de tous les bureaux où il travaille. Il est très en colère, mais il a raison d'être en colère. Moi je suis quelqu'un qui est aussi très en colère, mais beaucoup de Libanais sont très en colère. Généralement on parle je dis maintenant que ma relation au Liban c'est une relation d'amour-colère, pas d'amour-haine. J'ai beaucoup d'amour pour ce pays, pour les gens de ce pays, pour la culture de ce pays, mais je suis très en colère sur ce qui se passe contre les politiciens qui dirigent ce pays, qui ont fait cette guerre-là, contre l'injustice qu'il y a dans ce pays et c'est vrai que sa colère est juste. Alors lui il exprime souvent à travers des insultes, moi j'essaie de ne pas dire que des insultes dans mes livres, mais oui elle nourrit la littérature aussi, la colère. Armelle, c'est le parcours du combattant? Pas forcément. En fait, on peut faire de Parcoursup son allié, mais il faut anticiper. Certes, il a ouvert le 20 décembre pour l'année 2023, mais Parcoursup est ouvert toute l'année pour mieux connaître, mieux comprendre les formations, s'informer. Et donc, on peut se préparer. Comme quand on part en voyage, il faut d'abord réfléchir à, la destination, où je vais aller. Ça, c'est le plus important. Et ça peut s'anticiper dès le lycée, bien sûr. La deuxième chose, c'est le parcours, le voyage. Comment je vais y aller ? Le parcours d'études pour arriver à ma destination. Et la troisième chose, c'est comment je me prépare. Et si on fait ça dans l'ordre, calmement, sereinement, en tenant compte de ses vrais choix, de sa vraie personnalité. Nous, on travaille beaucoup à un tour d'horizon complet de l'individu, largement au-delà de ses résultats scolaires. Eh bien, on arrive à faire ressortir sa singularité et, du coup, à révéler son potentiel. Et dans ce cas-là, ça se passe bien. Si on est un peu à la bourre, parce que on s'y prend en terminale. Ça peut arriver de temps en temps. Ça arrive parfois. Eh bien, on fait la même chose, mais en plus accéléré. Et en fait, Parcoursup peut vraiment être votre allié, mais il faut être un peu intelligent pour savoir aller dedans, fouiller à son profit, l'utiliser en fonction de son profil. Louisa Benjilali, on doit parler d'hypersensibilité, de sensibilité tout court, d'ultrasensibilité ? De haute sensibilité ? Bonne question. En fait, du coup, en tant qu'humain, on est tous sensibles. Et qu'est-ce qui différencie en fait d'être hypersensible ? Souvent, en fait, on va dire aux personnes qu'elles sont trop. Ah, tu pleures trop, t'es trop sensible, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est vu effectivement de manière un peu péjorative. Et donc, on aime bien, nous, à l'Observatoire de la sensibilité, parler aussi d'ultra-sensibilité, parce que finalement, ça pourrait montrer comme un super pouvoir, entre guillemets, de se dire qu'on peut aussi le transformer en force, effectivement, une fois qu'on a compris à bien se connaître, en fait. Comment en fait se caractérise cette hypersensibilité chez chacune des personnes. Parce qu'on a autant d'hypersensibles que de personnes, en fait. On a différentes manières de la vivre. Donc certains, effectivement, ça va être par les sens, en fait, vraiment. En fait, parfois, ça va être vraiment
vraiment, j'ai l'impression d'être gênée très très régulièrement par des bruits. Vous savez, les petits stylos là qui on claque là, etc. Ou alors par la luminosité ou des choses comme ça, ou les odeurs. Moi, donc je suis moi-même hypersensible et petite, par exemple, vraiment, je me plaignais très fortement, par exemple, des odeurs de fromage dans le frigidaire, etc. C'était vraiment des choses écœurantes pour moi et je pouvais passer. Que les gens autour de vous ne comprenaient pas, voilà. À commencer par votre famille. Voilà, je pouvais passer pour quelqu'un d'embêtante, de tout le temps à râler ou des choses comme ça. Sauf que vraiment, moi, ça m'incommodait vraiment. Vous savez, les petites étiquettes qui grattent aussi. Et on pourrait penser que certains enfants sont capricieux, capricieuses, font des petites comédies, etc. Mais vous imaginez que vous avez encore votre maillot de bain plein de sable. Et ben, en fait, c'est cet effet-là, en fait, que pourrait avoir une étiquette ou un collant pour les jeunes filles ou autres. Et donc ça, c'est vraiment ressenti. C'est pas juste une huile d'esprit. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Mickaël d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, jeudi. Jeudi, vous serez là. Oui, pour les réseaux sociaux en plus. Parfait. Et l'actu, bien sûr. Je suis ravie. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les émissions sur schooltv.com et sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui, l'équipe Kylian Soula à la réalisation, merci 1000 fois. Mathieu Sullivan, merci aussi au son. Laure Edmond au maquillage, merci 1000 fois, peut-être même 2000 fois. Emma Guessel et Agathe Delannoy, 3000 fois. Voilà, je suis bon, je suis dans les 1000 aujourd'hui. Bye bye, bonne soirée.